Il est 21h au Maroc, mais 20h à Dakar. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette édition dont voici les titres. Installé au Maroc depuis son départ du pouvoir, Macky Sall se décharge de ses fonctions politiques au sein de l'Alliance pour la République pour une période encore non déterminée. Il en a lui-même fait l'annonce à la revue confidentielle Dakar. Le chef de l'APR a décidé donc de se consacrer à ses activités sur le plan international. Le retrait des bases militaires françaises au menu de cette édition, c'est donc une décision qui va donc impliquer des enjeux géopolitiques, diplomatiques et sécuritaires, telle est l'affirmation de Yoro Dia, ancien porte-parole de la présidence, qui estime que les Sénégalais doivent connaître les raisons qui se cachent derrière cette décision. La patronne de la diplomatie sénégalaise semble apporter une réponse à cette interpellation. C'est simplement une affirmation de notre souveraineté, répond Yassine Fall, ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères. L'actualité hors de nos frontières est également marquée par ce crash d'avion survenu au sud en Corée du Sud, donc un avion qui a fait une sortie de piste et qui s'est écrasé à l'aéroport international de Muan en Corée du Sud, faisant donc 179 morts et 2 rescapés. Le drame a eu lieu ce dimanche. L'accident s'est produit lors de l'atterrissage d'un avion de la compagnie Jeju Air en provenance de Bangkok en Thaïlande et transporté 175 passagers et 6 membres d'équipage. Voilà pour le sommaire, le développement dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue mesdames et messieurs dans cette édition que nous démarrons avec l'ancien président de la République du Sénégal, Macky Sall, qui a décidé donc de se décharger de ses fonctions politiques au sein de l'Alliance pour la République. Une période non encore déterminée. C'est l'ancien président de la République qui confirme lui-même l'information selon Dakaractu à la revue confidentielle Dakar. Ainsi, il a demandé à être déchargé de ses tâches quotidiennes et va devenir président d'honneur s'il ne se retire pas totalement de la vie politique. Macky Sall a décidé de se consacrer à ses activités sur le plan international, selon toujours la revue lue par Dakaractu. Ainsi, en début d'année 2025, un nouveau congrès devrait consacrer ce changement majeur dans la vie de l'ancien parti au pouvoir. La semaine dernière, un petit comité a été réuni discrètement à la demande de Macky Sall pour travailler dans un schéma avec l'instauration d'un secrétariat permanent pour diriger les activités du parti. Il faudra également désigner une personne pour coordonner les activités en l'absence de Macky Sall, ce qui ne sera pas tâche facile vu les ambitions des uns et des autres au sein de ce parti. Ce changement majeur a été en réalité annoncé depuis le congrès extraordinaire de décembre 2023 qui annonçait des modifications importantes dans l'organisation de l'Alliance pour la République. Nous l'annoncions également dans les titres. Le retrait des bases militaires françaises du Sénégal implique des enjeux géopolitiques, diplomatiques et sécuritaires. Selon Yoro Dia, l'ancien porte-parole de la présidence, estime que les Sénégalais doivent connaître les raisons qui se cachent derrière cette décision. Pour lui, le président Bassirou Diomaye Faye doit définir de manière claire une stratégie de défense nationale. Cependant, le ministre des Affaires étrangères, Yassine Fall, précise que ce n'est pas cette décision qui va rompre la relation entre le Sénégal et la France. C'est juste une façon pour le Sénégal de marquer sa souveraineté. Voyons les détails avec Matar Bari. Lors de sa déclaration de politique générale, le Premier ministre Ousmane Sonko a réaffirmé la volonté du Sénégal de procéder à la fermeture des bases militaires étrangères.
Mais cette question, selon Yoro Dia, ne peut être abordée de manière isolée, car elle découle directement de la politique de défense du pays. L'ancien ministre porte-parole de la présidence a déclaré lors de l'émission Dianobi de la Radio Sud FM que les raisons derrière le retrait des bases françaises doivent être expliquées aux Sénégalais avant toute action. Yoro Dia a souligné l'importance de clarifier rapidement la stratégie de défense nationale du Sénégal, car cette décision implique des enjeux géopolitiques, diplomatiques et sécuritaires majeurs. Pourtant, Yassine Fall, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, a précisé que cette volonté du Sénégal de voir les soldats français quitter le pays n'est pas une rupture avec Paris. Selon elle, le Sénégal est un pays souverain, capable de garantir sa propre défense. Yassine Fall ajoute que cette demande ne met pas fin à la coopération entre les deux États. Elle s'inscrit dans la souveraineté nationale du Sénégal. Matar Bari, Yassine Fall a rajouté également que dire que l'armée étrangère présente dans votre pays doit retourner dans son pays d'origine n'est pas une impolitesse, c'est simplement une affirmation de notre souveraineté. Voilà ce qu'on peut retenir donc de la sortie du ministre des Affaires étrangères. Et puis nous parlons de toute autre chose. Journée de lancement de programme quinquennal pour la revalorisation et l'amélioration des conditions de vie des veuves et les retraités militaires et civils. Occasion de soulever les difficultés liées à la vie des veuves. Selon eux, l'État doit revoir donc les pensions, mais surtout davantage les accompagner. C'est un compte rendu signé Moussa Mané et Tamsir Kandi. Elles font partie des couches vulnérables de la société, retraités militaires et civils, des veuves. Tous se sont réunis aujourd'hui pour discuter de leur situation précaire. Nous sommes restés pendant 10 ans, on n'a pas eu d'augmentation de pension. Conjoncture actuelle oblige, c'est très difficile de leur côté. C'était difficile quand le mari était là et que chacun y allait de son côté. C'est encore plus difficile lorsque le mari n'est pas là et qu'elle se retrouve avec la moitié de la pension. Sur le plan institutionnel et juridique, il plaide pour la réforme du Code des pensions, actualisation du Code de la famille, révision de la loi 08-2002 du 22 février 2002. Et sur le plan économique, la revalorisation substantielle de la pension à hauteur de 55% et aussi la réversion de la pension intégrale du mari à sa veuve. Et parfois, cette pension est partagée avec d'autres femmes. Si le mari est polygame, eh bien, il n'aura pas la moitié, il aura peut-être le tiers. Et qu'est-ce qu'on peut réaliser avec un tiers? Avec tous les problèmes qui ont pour nom l'éducation des enfants. Si nous visitons nos doléances, on se rend compte que beaucoup de points sont transversaux. Donc, ça peut concerner tout le monde. Alors, ce que nous attendons des autorités, c'est la revalorisation des pensions. Cependant, les autorités comptent bien les accompagner afin de mieux améliorer leur situation de vie. Une demande légitime, la revalorisation. Nous qui sommes souvent en contact avec les dossiers de pension, avec les pensions qui sont payées, nous savons que les pensions qu'on paye sont dérisoires. L'Assemblée nationale, conformément à ses prérogatives que lui confère la Constitution, va accompagner, va assister cette association-là dans le cadre, en tout cas des textes législatifs surtout. Donc ensuite c'est ça, mais il y aura également un accompagnement de la personne qui incarne cette institution, c'est-à-dire le président El Malick Ndiaye. Des familles en difficulté après le rappel à Dieu de leurs parents, c'est le ressenti de cette famille dont le père de famille a été a retrouvé la mort ce matin à la Corniche Ouest. Une voiture a mortellement fauché cet homme qui ne faisait que pratiquer du sport. Ce matin au niveau de la Corniche Ouest, la victime morte sur le coup faisait son jogging. Selon les témoins oculaires, la conductrice serait au téléphone au moment des faits. La dame, il venait avec la voiture. Bon, il ne sait pas s'il était en téléphone, soit il était en quoi, il ne sait pas, mais il est paniqué quand même. Lorsqu'il est paniqué, le monsieur, il venait, il faisait sport, il venait à droite.
Le monsieur voulait courir. Lorsqu'il voulait courir, il était tombé. Il y avait des arbres qui étaient là. C'est des arbres là qui lui avaient fait tomber. En même temps que la femme aussi, il lui avait cogné. Il y avait un monsieur qui était venu, un tubaab avec sa femme. Moi, je suis venu avec lui. Il m'a dit, je n'ai qu'à attraper le dos. J'ai attrapé le dos et ils ont sifflé, ils ont pompé. Et le tubaab il a dit que c'est fini, qu'il ne respecte plus. Ça veut dire qu'il est mort. Donc il était mort comme ça. On l'a pris pour mettre dans la voiture, ils sont partis avec ça. Il y avait 2 personnes et tous c'était des femmes. Ouais, je crois, c'était des amis, ils étaient des familles quand même, parce que c'est eux seulement qui étaient dans la voiture. La voiture, ouais, ça roulait sur voie normale. Et puis il y avait personne devant la dame. Il n'y avait personne devant la dame. Peut-être elle était en téléphone, il était là à téléphoner quelqu'un, il était paniqué quoi. Lorsque le monsieur il a entendu le bruit, il voulait courir, mais le verbe lui a fait tomber, il lui a cogné. Moi on est venu pour aider avec un tubaab là, les 2 tubaab, mais ça n'a pas marché. Il est parti. Et il est mort sur le coup ou bien il était... Il a fait même pas 10 minutes, hein. Même pas 10 minutes, il est mort. Hein. Alors, un bon environnement a permis à cette victime de retrouver la mort alors qu'il faisait du sport au niveau de la corniche, l'œuvre humaine. Et cette œuvre humaine également crée des soucis au niveau du village de Ndiarat, département de Thiès, donc où les gens se sont réunis dans le cadre du collectif appuyé par le cadre de concertation et développement de Niayes pour dénoncer la violation du décret numéro 2010-1281 du 16 septembre 2010 réglementant les conditions d'exploitation du plomb et du Code de l'environnement en ses dispositions relatives aux établissements classés par l'installation de l'unité de collecte et de recyclage. En dépit donc de l'existence d'un cadre juridique, la zone des Niayes, malgré sa vocation agricole, maraîchère et pastorale, a vu s'implanter de nombreuses industries dont les activités et pratiques engendrent, d'après les populations impactées, des risques et impacts non négligeables sur le bien-être et le développement des activités économiques des communautés. Ainsi, de s'offusquer du fait que depuis plus de 4 ans, les populations du village de Ndiarat contestent l'installation d'une unité de recyclage de métaux non ferreux dans la commune de Keur Moussa. En effet, rappelle ces dernières, de nombreuses études et expériences ont démontré que l'exposition, autant pour moi, de l'homme et de la nature au plomb comporte plusieurs risques sanitaires mais aussi environnementaux. Et nous prenons la direction de Thiès, où un atelier d'échange et de partage sur le changement climatique a été initié par la plateforme nationale des acteurs pour une justice climatique en partenariat avec l'ONG Rosa Luxembourg. Entre perception et réalité, tel est le thème de cette importante rencontre qui a une mission de sensibilisation sur la préservation de l'environnement. Je vous propose de suivre la réaction de Khadi Ndour qui représente le point focal. Moi, je dirais que nous sommes dans un contexte très sensible et qui est un contexte quand même qui touche la quasi-totalité des pays d'Afrique de l'Ouest et particulièrement donc au Sénégal. Et je pense qu'actuellement, nous avons plusieurs défis. Mais le déficit des changements climatiques donc, constitue le défi majeur. Et pour cela, je pense que tous les acteurs donc, de la société doivent quand même conjuguer leurs efforts. Mais également, on doit travailler en parfaite synergie pour conjuguer également nos efforts physiques, intellectuels et mentaux, afin quand même vraiment donc, de migrer vers la préservation de l'environnement. Effectivement, nos autorités donc, gouvernementales sont sensibles parce qu'il y a plusieurs donc, conventions qui ont été ratifiées par les Nations Unies pour dans le but donc, voilà, de préserver l'environnement. Et je pense qu'ils sont en train de déployer des moyens nécessaires pour contribuer vraiment donc, à la stabilité donc, environnementale.
De retour à Dakar, nous parlons de l'affaire Seydou Camara. Alors, c'est un propriétaire d'un bâtiment de 175 mètres carrés situé à Grand Yoff, au quartier Darou Rahman, qui court donc depuis des années derrière son bien en raison d'une occupation illégale. Le monsieur Camara assure avoir toutes les pièces justificatives du bien, mais peine à avoir gain de cause malgré des actions en justice. Souffrant d'un handicap moteur, il espère retrouver ses biens avec le concours des nouvelles autorités. Voici donc la réaction au micro d'Omar Cham. L'être humain, c'est-à-dire que son corps est sacré, ses biens sont sacrés. C'est juste pour ça qu'on leur demande gentiment d'enlever leurs affaires. Mais la chose s'est transformée en Djaï Dolé. Convocation. Les huissiers sont là, les documents, vous pouvez les consulter chaque année. Et cette maison-là, c'est moi qui paye les impôts tout le temps. Même les impôts de la maison, c'est moi qui les paye. Le mot Djoub, Djoubel, Djoubanti. J'ai dit dans ces 3 i, il y a au moins justice dedans. Je suis venu juste Amoulou Kher, Amoulou Dara. Comme rend mes biens, comme rend mon bien, dans la justice et dans la paix. Il ne réclame que la restitution de son bien. Alors, nous allons passer à la culture. Les artistes africains de la diaspora ont animé la première édition de Africa Diaspora Festival. Le festival a permis de mettre en valeur la création artistique des Africains. Il a pour objectif de donner un sens à l'unité africaine longuement prônée, mais aussi faire en sorte que le continent africain puisse s'imposer à travers le monde. L'objectif de ce festival, c'est de remettre au goût du jour le panafricanisme, pour que les jeunes s'adossent à leur patrimoine culturel, au panafricanisme, pour aimer l'Afrique et développer l'Afrique. Et pour développer l'Afrique, il faut l'aimer. Et pour l'aimer, il faut prendre conscience, surtout la jeunesse africaine, de sa mission. Comme disait Frantz Fanon, la remplir ou la trahir. Nous osons espérer que la jeunesse africaine est en train d'être consciente de sa mission pour oser inventer l'avenir du continent, comme disait Thomas Sankara, pour accélérer, comme le souhaitait Jomo Kenyatta, Kwame Nkrumah, Léopold Sédar Senghor, entre autres, pour accélérer le processus de réalisation des États-Unis de l'Afrique, qui est une salvation, comme disait Jomo Kenyatta, qui est un salut sans lequel l'Afrique ne peut pas se développer. Et donc, on est dans une fédération des dynamiques, on est dans une mutualisation des efforts, on est dans une synergie d'action pour le développement du continent africain qui est le berceau de l'humanité. Parlons littérature à présent. À l'ombre du Benteñe, c'est le titre du livre de Cheikh Omar Sy Djamil, natif de la commune de Fass Gueule Tapée, Colobane. Il retrace dans son ouvrage ses souvenirs d'enfance, mais aussi les grandes difficultés auxquelles cette localité est confrontée. D'après l'auteur, cette commune est défavorisée en dépit des grandes potentialités qu'elle regorge. La cérémonie de dédicace a eu lieu en présence de Dioma Mbaye. Dans son livre intitulé « À l'ombre du Benteñe », Cheikh Omar Sy Djamil retrace la vie qu'il a menée dans la commune de Fass Gueule Tapée Colobane, localité nichée au cœur de la capitale sénégalaise. Il y a face de l'orme un arbre benteñe qui trône là-bas et qui est le symbole de tout le quartier. Et nous, justement, on avait notre mouvement GFC, Grande Force Citoyenne, Doomi Gueule Tapée Fass Colobane, qui avait son siège accolé au Benteñe. Et on dit à l'ombre du Benteñe, c'est ça qui nous a inspiré le titre. Au travers de son ouvrage, l'auteur décrit les grands maux dont souffre cette commune qui abrite la place de la nation. Un espace mythique qui a une symbolique politique assez forte. On ne peut pas comprendre que dans cet espace qui se trouve
entre le plateau, entre la Médina et Point-E. Qu'à titre d'exemple, lorsqu'il y a des inondations, par exemple, un quartier qui est bordé par 2 canaux, le canal 4 et le canal Gueule Tapée, qu'il y ait des inondations urbaines. Toutes les manifestations se sont passées ici à la place de l'Obélisque. C'est nous qui humons les gaz lacrymogènes. On nous enferme, on nous matraque, le bruit des lacrymogènes. C'est tout un tas de désagréments que nous vivons au quotidien lorsqu'il y a des conquêtes politiques. Mais après, lorsque les gens sont au pouvoir, ils oublient carrément cette commune de Gueule Tapée Fass Colobane. Dans le but de participer à l'essor de sa commune, Cheikh Oumar Sy Djamil propose un programme de développement estimé à 20 milliards de francs CFA. Nous avons évalué dans chaque domaine du sport, de la culture, de l'éducation, de la santé et du cadre de vie, de l'emploi des jeunes et des femmes et de la sécurité. Nous avons élaboré un programme qui est quand même assez bien structuré, qui va coûter 20 milliards de francs CFA au minimum et que nous voulons présenter aux populations pour qu'ils l'adoptent et qu'ils en fassent un programme de société. L'auteur invite les jeunes de la commune de Fass Gueule Tapée Colobane à se liguer pour redonner à leur localité ses lettres de noblesse. Il vient de nous parvenir donc un communiqué du Forum civil et je m'en vais vous donner le contenu de ce communiqué. Le Forum civil, donc déclaration du bureau exécutif du Forum civil qui demande au gouvernement des éclairages sur les activités du comité chargé de proposer une assistance aux détenus et autres victimes de la période préélectorale créée par arrêté du ministre de la Famille et des Solidarités numéro 17540 du 30 juillet 2024 publié au journal officiel. Il a été question donc d'un argent distribué à des victimes. Comment est-ce que cela s'est passé? Sur quelle base la distribution a été faite? Certainement, c'est ce que réclame le Forum civil, un communiqué dont vous aurez l'exploitation plus complète dans nos prochaines éditions. Nous poursuivons donc ce journal avec le ministère de la Famille et des Solidarités à travers sa direction régionale dirigée par Madame Abibatou Diallo au niveau de Kédougou, qui a donc fait un don au Dara et aux écoles coraniques. C'est un don donc composé de nattes de prière, des produits détergents, brouillard, eau de javel entre autres. Un don apprécié à sa juste valeur par les autorités religieuses de la localité. Nous allons donc à Kédougou retrouver Mamadou Cissé pour les détails. Le ministère de la Famille et des Solidarités, à travers sa direction régionale, a appuyé les Dara de la région de Kédougou en denrées alimentaires et en kits d'hygiène. Cette rencontre, c'est pour appuyer les Dara. Et sous instruction du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le chef du gouvernement, Monsieur le Premier ministre Yassidina Ousmane Sonko, et Madame le ministre de la Famille et des Solidarités, Madame Maïmoune Dieye, on a jugé nécessaire de donner des dons aux Dara. Une cérémonie qui a regroupé les chefs religieux, les imams, maîtres coraniques, les curés et l'abbé dans la salle de l'auberge Thomas Sankara. L'acceptation de soi, la solidarité, la communion et la cohésion sociale. Donc soyez-en remerciés pour ce geste. Don de kits alimentaires et de détergents au profit des Dara de la région de Kédougou. Permettez-moi tout d'abord de saluer l'initiative louable de Madame la directrice régionale et son équipe. Votre engagement envers le bien-être des enfants, notamment ceux qui sont pris en charge par les Dara, témoigne d'une grande solidarité et d'une sensibilité exemplaire. A signalé que ce don est composé de en denrées alimentaires et en kits détergents. Denrées alimentaires, on est venu en... Les denrées alimentaires s'élèvent à 5 tonnes de riz. 5 tonnes de riz et les détergents, c'est 48 paquets d'eau de javel, et composé de 48 paquets d'eau de javel de madar et 48 paquets de savon en morceaux. Et aussi des nattes pour les enfants, là où ça c'est pour apprendre le Coran, et aussi des bouilloires.
Devant Sadou Diallo, chargé de mission à la primatique et des directrices départementales de Saraya, Kédougou et Salémata, les bénéficiaires ont montré leur joie et leur satisfaction pour... Merci à Mamadou Cissé. Actualité hors de nos frontières à présent. Un avion a fait une sortie de piste et s'est écrasé à l'aéroport international de Muan en Corée du Sud, faisant 179 morts et 2 rescapés. Ce dimanche 29 décembre 2024 ont annoncé donc les secouristes, et les 2 boîtes noires ont été retrouvées selon les autorités. Le président de Jeju Air a présenté donc les excuses de la compagnie aux familles des victimes. Retenez que l'accident s'est produit lors de l'atterrissage d'un avion de la compagnie Jeju Air en provenance de Bangkok en Thaïlande et transporté 175 passagers et 6 membres d'équipage. L'aéroport de Muan se trouve dans le sud de Corée du Sud. Je vous le disais, il s'agit donc de la pire catastrophe aérienne connue par le pays. L'avion a été presque entièrement détruit et les passagers et membres d'équipage avaient peu de chances de survivre, ont affirmé les pompiers sur place. Au fil des heures, le bilan s'est alourdi, confirmant le pessimisme des pompiers qui avait évoqué un nombre important de personnes grièvement blessées. Selon les autorités, 2 femmes ont pu être sauvées. Toutes ces 2 femmes sont membres de l'équipage et qui ont été donc extraites peu après le crash. Elles ont été donc acheminées à l'hôpital le plus proche. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui met un terme à cette édition. Un grand merci à Matar Bari pour la coordination, à Bamba Traoré pour la réalisation. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir choisis pour vous informer. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie des programmes de la 7TV.